Bonsoir et bienvenue dans cette 391e édition du Journal des Sports. Très heureux une nouvelle fois d'être en votre compagnie sur Canal 32. Dans quelques instants, nous parlerons cyclisme avec notre chroniqueur Geoffrey Corniot. Avec lui, nous évoquerons la fin de saison de cyclocross et nous découvrirons aussi les meilleurs juniors de notre département. Avant cela, regardons ensemble les titres de ce journal. Du football avec l'Estac B en fâcheuse posture dans son championnat de CFA2, les Troyens recevaient le Racing Levallois à domicile samedi. En basket, le BCSA entendait bien poursuivre sa série de victoires face à Jeuf, histoire de bien terminer l'année en tête de ce championnat. Et puis en handball, Rosières-Saint-Julien était comme Saint-André sur une bonne dynamique, mais les Auboises étaient opposées à une équipe alsacienne d'Arenheim robuste. Avant de regarder le premier reportage, soulignons déjà la qualification de l'Estac en Coupe de France face à Raon-l'Étape, formation hiérarchiquement inférieure. Les Troyens se sont qualifiés au pénalty 4-2, tirage au sort des 32e de finale prévu en ce moment même, comme nous le disions avec Mathieu. Pendant ce temps-là, la réserve de l'Estac en match avancé de la 12e journée recevait l'équipe du Racing Levallois juste derrière elle au classement de CFA2. Une rencontre importante pour les joueurs de Claude Robin car il s'agissait de stopper la série inquiétante de 4 matchs sans victoire. Beaucoup de jeunes étaient intégrés à cette équipe de CFA2 de l'Estac B opposée à une formation parisienne juste derrière elle au classement. Les Troyens prennent ce match par le bon bout en ouvrant le score après seulement 6 minutes de jeu par Sega Keita sur un centre de Camara. Dans la foulée, les joueurs de Claude Robin continuent d'être séduisants dans le jeu. Ils se procurent plusieurs occasions non concrétisées toutefois. Peu avant la mi-temps, les Racingmen vont avoir un sursaut d'orgueil en obtenant 2 grosses actions sur le but de Philippon, mais ce dernier fera preuve d'une bonne vista pour éviter l'égalisation francilienne. Dès la reprise, confirmation du bon allant troyen avec cette réalisation de Sacha Pecci. À la 55e minute, l'Estac B croit avoir fait définitivement le break avec ce but de Touré bien amené par Keita. Mais c'est mal connaître les vieux démons qui rongent le club depuis 4 matchs. À 20 minutes de la fin sur un corner adverse, Pecci, jusque-là irréprochable, catapulte le ballon dans ses cages. 3-1 et bientôt 3-2 puisque une minute plus tard, les Racingmen obtiennent un penalty et le transforme par Carbouche. On se dit qu'une nouvelle fois, les partenaires de Wilfried Rother vont être coiffés une nouvelle fois sur le poteau, mais c'est mal connaître leur capacité de réaction. À la 77e minute, à la suite d'une mauvaise relance, Barreto ajoute un 4e but et donne un peu d'air à son club. En fait, à 3-2, on marque le 4e, et bon, si on marque pas le 4e, on ne sait pas. Mais enfin bon, ils l'ont mis quand même, ils sont allés le chercher. 3-0, pas avoir l'assurance de gagner un match, quand même, c'est dur, quoi. Et avec eux, ça sera ça tout le temps. Voilà. Pecci efface son but contre son camp en ajoutant lui aussi sa pierre à l'édifice, 5-2. Enfin, Camara marquera lui aussi son but à la 89e minute en se faisant justice lui-même sur penalty. L'Estac B, avec ce score de 6-2, renoue enfin avec le succès. On a douté un peu, mais après on s'est dit que voilà, quoi, c'est déjà passé, et maintenant il faut passer à autre chose et écrire une nouvelle histoire. Cette large victoire ne doit pas faire oublier les problèmes collectifs de cette équipe troyenne. Contre une équipe très faible comme le Racing, cela ne s'est pas trop vu, mais contre une formation d'un tout autre calibre, ça se perd à cash. Les résultats de ce championnat de France du CFA2, ou plutôt ces 2 matchs avancés de la 12e journée. Une autre équipe jouait, en l'occurrence 2 équipes régionales avec la réserve de Sedan face à Saint-Dizier. Match nul entre les 2 formations, tandis que l'Estac donc cartonnait le Racing Levallois au classement. L'Estac ne remonte pas beaucoup au classement, 7e place, 29 points, donc avec un match d'avance sur tous ses poursuivants. On reste dans le football avec le jeu SMS. Vous le savez, donc pour gagner des places donc au jeu de l'Estac, pour gagner des places lors du match contre Reims, 6 places à gagner. Il suffit d'envoyer le mot club par SMS au 71 003. Vous tapez club au 71 003. 6 places à gagner par tirage au sort. Passons au basket avec la belle série du club Dria qui enchaîne les victoires et qui surtout caracole en tête de son championnat de National 3. Samedi soir, face à Jeuf, les joueurs de Saint-André abordaient le premier match de la phase retour, mais aussi la dernière rencontre avant une longue trêve de 5 semaines sans jouer en championnat. D'où l'importance de bien terminer l'année pour les partenaires d'Ari Danint, mais rien vraiment ne fut facile pour le BCSA samedi soir.
Première période très poussive pour le BCSA qui voit Geoff avoir la main mise sur la rencontre. Seul Cramail, avec ses 13 points, semble émerger de ses 2 premiers quart-temps. Le club lorrain mène de 3 points à la pause, 30-33. Ça a été difficile, essentiellement parce qu'on n'a pas la réussite habituelle. Il joue bien le coup en défense, le pourcentage est faible chez nous, donc voilà quoi. Donc heureusement qu'on s'accroche par le biais de la défense. Le BCSA rectifie quelque peu le tir à la reprise avec une prise en main du score. Sergio Boccolo marque le panier du +5 à la fin du 3e quart-temps, même si Geoff effectue un dernier rapproché avant l'entame du dernier quart. Le début du 4e quart-temps va être un vrai cauchemar pour le BCSA, encaissant un 9-0 avec 3 paniers à 3 points d'affilée pour les Lorrains. 48-55, à 6 minutes de la fin, on se dit que les Dria vont connaître leur 2e défaite de la saison. Mais dans son effectif, Olivier Perrin a les hommes pour mener cette mission commando. Benabidi permet à son équipe de revenir à égalité 55-55, mais cela n'empêche pas Geoff de continuer d'artiller à 3 points. Saint-André a heureusement du cœur pour revenir dans le match, mais aussi des nerfs, car à 1 minute de la fin, Cramail bénéficie de 2 lancers francs pour égaliser à 61 partout. Fonce à rien en fait, fonce à rien du tout. Garder la tête froide et shooter comme à l'entraînement, normal. 2 sur 2 pour le pivot au bois, il reste maintenant 27 secondes dans cette rencontre. Et pour gagner dans le Money Time, on fait confiance aux anciens. La balle est transmise à Danint qui marque ce panier si important. Le BCSA mène 63-61. Dans les toutes dernières secondes, Saint-André perd la balle, mais Geoff échoue sur sa dernière tentative. Les joueurs d'Olivier Perrin peuvent pousser un gros ouf de soulagement. La principale, c'est la victoire. Je pense que là, au contraire, c'est bien de terminer comme ça. Ça montre qu'on n'a pas beaucoup de marge et qu'il faut qu'on soit à 100% à tous les matchs. Et voilà, et malgré tout, qu'on gagne de 2 points, qu'on gagne de 30 points, de toute façon, par rapport au classement, c'est la même chose. Pour ce dernier match de championnat avant la trêve, le BCSA a fini la rencontre à l'énergie, puisant dans ses réserves. Il était temps que l'année 2011 se termine pour la bande à Danint. Voilà, très bon résultat donc pour le BCSA avec 11 victoires pour une seule défaite pour cette première partie de championnat. On fait le point justement avec les résultats et classements donc de ce club Dria avec leurs rivaux directs, notamment Saint-Dizier et Récy, qui ont gagné tous les deux à l'extérieur, en l'occurrence Auxerre pour Récy et Nancy pour Saint-Dizier, ce qui donne au classement Saint-André en tête, 1 point d'avance sur Saint-Dizier et 2 sur Récy-Saint-Martin. Marne-la-Vallée semble déjà hors course. Pour les filles de Sainte-Savine, ça rigole aussi avec cette victoire obtenue à Charleville-Mézières face aux Flammes Carolo-Massériennes, 68-57, 11 points d'écart. Dans le même temps, Le Creusot et Roanne se sont imposés sans problème face à Lyon et Ronchin. Ce qui donne au classement Sainte-Savine toujours en tête, 1 point d'avance sur Le Creusot et Roanne. Donc c'est les principaux rivaux donc, pour cette montée en National 1. On passe maintenant avec un petit clin d'œil avec la soirée de la corrida, avec cette soirée de vendredi qui était organisée conjointement par le TOS et la ville de Troyes pour cette corrida de Noël qui se courait dans le centre du Bouchon de Champagne. 5 km effectués dans les tenues les plus bizarres les unes que les autres. Telle est la tradition pour cette corrida de Noël. C'est Alex Doria qui s'est imposé pour la 2e année de suite en compagnie de son compatriote de club, Grégory Zieba. Puis enfin, jeudi, la ville de Troyes a aussi officialisé la tenue des championnats de France individuels de gymnastique les 4, 5 et 6 mai prochains. Une compétition qui devrait être organisée au Cube où devront évoluer plus de 1400 compétiteurs. Malheureusement, ce ne seront pas les championnats de France élite qui seront mis en place, mais les divisions nationales B et C. On écoute Valérie Denis nous parler donc de cette organisation. La façon pour la ville de Troyes et pour l'agglomération troyenne de fêter les Jeux Olympiques de Londres, ce sera d'accueillir une manifestation de gymnastique, une manifestation très importante, de l'accueillir au Cube dans un équipement superbe. Ce sera l'occasion d'accueillir non seulement 1500 compétiteurs, mais également beaucoup de juges, d'officiels, de bénévoles, d'accompagnateurs, de spectateurs. On en attend plus de 4000. Et puis également un plateau de très haut niveau. On ne connaît pas encore le détail du programme que va nous contracter la Fédération française de gymnastique, mais le vendredi soir ou le samedi soir, un plateau de niveau international. L'idée de départ, c'est mobiliser les gens, amener aux gens une compétition de haut niveau,
parce qu'ils ont pas, les clubs du département ne sont pas forcément habitués à ce genre de compétition, si ce n'est deux ou trois clubs du département. Donc c'est très important, moi je dirais, de relancer la gymnastique dans le département, de ressusciter un peu des vocations. Voilà, Alain Leclerc qui nous a rejoint sur ce plateau un peu tardivement pour parler du BCSA. On vient tout juste de voir le sujet et la victoire donc de Saint-André, la 11e victoire cette saison. Bonsoir Alain. Bonsoir. Cette victoire est donc la récompense d'efforts de toute une saison et donc une première place, c'est pas inattendu puisque finalement, quand on a vu la saison dernière avec cette montée qui finalement s'est envolée dans le dernier match, oui. C'est normal que vous finissiez l'année à cette place-là. Bah, pas forcément parce que franchement, en début de saison, on n'aurait pas parié être en premier. Avec les blessés, les départs, il y a eu des départs qu'il a fallu compenser. On a quand même un effectif quand même assez réduit, hein, mine de rien, parce que mais bah, Olivier fait toujours des miracles. Hein. C'est vrai qu'il est toujours un petit peu pessimiste, un petit peu comme moi, mais à chaque fois il arrive à s'en sortir. Et puis c'est vrai qu'il y a une ossature de base. Et puis, il y a le meneur Michael Koud qui a apporté du plus. Et puis aussi, des joueurs de la réserve. Et puis Abdelak, Kevin aussi qui ont apporté aussi, hein, parce que c'est des bons remplaçants. Julien Girard qui prend du poil de la bête, qui a fait aussi par exemple dimanche en cadet France, il a fait un superbe match aussi. Il a aligné un match samedi, un match dimanche. Et puis c'est historique aussi les cadets de l'Union au Bunion qui vont passer en phase haute cadet, hein, donc c'est jamais arrivé dans l'Aube. Hein, voilà. Le BCSA donc on ne parle que d'eux. Est-ce qu'on pense déjà à une saison en National 2 l'an prochain déjà? C'est vrai qu'on aurait tendance à y penser, mais bon, la saison est longue. Il suffit d'un blessé. On l'a vu l'année dernière, hein, lorsque Sergio était blessé, et on a eu du mal à finir la saison. Hein. Là, comme je le disais, on a un effectif quand même réduit, et puis chaque poste compte. On l'a vu samedi, hein, pour un match où les tireurs étaient un petit peu en panne. Hein, ça devient tout de suite problématique. Ah oui, et puis on voit que toutes les équipes se tiennent. Hein. Geoff, c'est une très bonne équipe. C'est des clubs de basket connus, hein, comme Bagnolet qu'on va recevoir samedi. Oui, puisque vous rejouez en Coupe de France dès samedi. Samedi, oui. Mais contre Geoff, c'était le dernier match de championnat. Donc voilà. Vous avez bouclé cet exercice. C'était même le match retour. Oui, c'était déjà le premier match retour. Déjà, le championnat est assez court. Hein. Oui. Mais enfin, voilà. Donc 12 matchs déjà. Vous êtes allé gagner à Saint-Dizier, le principal concurrent. Saint-Dizier viendra jouer à Saint-André. Là, ça va être un gros match, je pense, parce qu'ils sont revanchards. Oui, puisque eux, ils ont, je crois, deux intérieurs anglais, un américain. On les compte plus. C'est des effectifs. Voilà. Pareil, à Récy, lorsqu'on ira à Récy, bon, ils ont un étranger de 2,13 m et ils sont revanchards. Et vraiment, ils n'ont pas apprécié la défaite à Saint-André. Ouais. Donc ça promet de beaux matchs. Surtout le 21 janvier à Saint-André, c'est là où on reçoit Saint-Dizier, ça va être un beau derby. Je pense. Ça vous promet aussi des nuits blanches parce que le budget 2012, il faut le construire déjà. Là, c'est un autre challenge et pour le moment, il n'est pas gagné. Parce qu'il faudra sûrement des recrutements pour une éventuelle saison nationale 2 et ça veut dire peut-être des recrutements de joueurs étrangers puisque c'est le nerf de la guerre. Là, il faut ça. Alors ça peut donner une belle place à un sponsor et permettre au BCSA d'aller en National 2. On lance un appel. Voilà. Avis aux amateurs. Si vous êtes intéressé donc pour le BCSA, contactez Alain Leclerc. Bon, en tout cas, on vous souhaite bonne chance pour l'année 2012 qui se profile et en attendant, peut-être une qualification en Coupe de France pour le prochain tour. Pourquoi pas, ça fait des bons matchs d'entraînement. Voilà, on donne rendez-vous, c'est à 20h au complexe Bianchi, samedi prochain. Contre l'Alsace de Bagnolet, un club mythique pour le basket français. Fort renommé. Ouais. Voilà. Merci Alain. Nous voilà de retour donc pour évoquer la réussite du club de handball de Rosières-Saint-Julien. Réussite car les Sensés aux Caillotines restent sur 3 victoires d'affilée dans son championnat de National 3. Comme le BCSA, les filles de Cathy Mayayo espéraient bien passer l'hiver au chaud avec une nouvelle victoire et une 4e place à la clé. Mauvaise nouvelle pour le RSJH au coup d'envoi de ce match avec la présence dans l'équipe d'Arenheim 3 joueuses habituellement pensionnaires de l'équipe de National 1. Normal alors que les Alsaciennes obtiennent un meilleur départ au score, mais on le sait, les Auboises à domicile ont une meilleure capacité de réaction.
Grâce au duo des caves Wendy Hill, les Senseo Coyotes sont remises à flot, mais elles doivent encore faire face à de nombreuses pertes de balles et de nombreux choix d'attaque hasardeux. Néanmoins, les filles de Cathy Mayayo réussissent à accrocher les Barinoises et n'ont qu'un but de retard à la pause, 10-11. On a voulu répondre directement quand elle marquait et c'est vrai que des fois on s'est un peu affolé. On a fait des marchés, on a fait des reprises, mais globalement on a quand même fait moins de fautes qu'au dernier match, donc c'est plutôt positif. La seconde période reprend très mal pour les Auboises puisqu'elles accusent 4 buts de retard à la 34e minute. Les Senseo Coyotes font peu à peu leur retard à force de patience et sous l'impulsion de Niang, auteur de 2 buts et un pénalty provoqué permettant à son club de passer devant pour la première fois de la deuxième mi-temps. Passé ce cap, les joueuses de Cathy Mayayo ne lâcheront plus la tête, bien aidées par la réussite de Wendy Hill sur pénalty ainsi que sur celle de Diallo. Le RJH se détache pour s'imposer de 2 buts 26-24 dans la Liège générale. 4e victoire d'affilée, c'est bien, on se met à l'abri pour l'hiver. Et c'est pas mal pour ce début de saison intéressant et je pense qu'il y a encore beaucoup de marge et on peut faire mieux. 4e victoire d'affilée pour les partenaires de Christelle Gueux qui reste très difficile à jouer dans leur gymnase Raymond Laurent. Le leader Villemomble de son côté s'est imposé en déplacement 30-27 du côté d'Alkirch. Jarville s'est incliné face à Colmar 32-19 au classement. Rosières-Saint-Julien donc remonte à cette fameuse 4e place à 2 points seulement du leader Villemomble. Donc l'année 2011 est plutôt bien réussie pour le Rosières-Saint-Julien handball. Pour le Sainte-Maure 3 aussi d'ailleurs, puisque cette victoire à Épinal permet de consolider la place de leader puisque Palentorchamps s'est incliné du côté de Chevigny-Saint-Sauveur 27-25 au classement. Donc Chevigny recule, Montargis donc s'installe à la place de Palentorchamps qui recule donc peu à peu. 3 points d'avance pour Sainte-Maure 3, ça sent bon aussi la Nationale 1 pour le handball Morasso-Troyen. Pour les TAC, ça se passe moins bien avec cette défaite à Massy 44-31. Le Savino-Chaplin s'est incliné logiquement là aussi face à la Terroine, le leader 28-19. Dans le duel de haut de tableau entre Thionville et Franconville, match nul 28 partout au classement. La Terroine est en tête, 1 point d'avance sur Franconville. Les TAC est tout de même 5e alors que le Savino-Chaplin se débat en bas de classement en National 3. On parle à présent Petite Reine avec le roi des chroniqueurs, Geoffrey Corniot. Bonsoir Geoffrey. Bonsoir. Geoffrey, on va évoquer bien sûr cette saison de cyclocross qui tire à sa fin, même si elle n'est pas complètement terminée, puisque les championnats de France, c'est dans un mois, je crois, quelque chose comme ça, début janvier. Mais il y a autre chose qui nous intéresse, c'est aussi la prestation de nos juniors, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment, dont 2 en particulier, Philibert de l'UVCA 3 et Conchon du CC Charlotte. Philibert, c'est un peu comme Conchon, c'est des gens un petit peu neufs, j'ai envie de dire, qu'on ne connaissait pas vraiment. C'est des coureurs qui en fait viennent de l'extérieur du département, donc forcément on en entend beaucoup moins parler. Étant donné qu'il n'y a pas de compétition FFC dans l'Aube, il n'y a pas possibilité de les voir évoluer dans le département, donc ils sont un peu inconnus aux yeux de beaucoup. Ce qui est dommage parce que c'est des bonnes valeurs, sauf que voilà, quoi, les Aubois ne les connaissent pas, quoi. Philibert, qu'est-ce qu'il a fait cette saison pour se mettre en valeur particulièrement? Alors, Aurélien Philibert, il est seulement junior première année. L'année dernière, en KD2, il était quand même 4e des championnats de France cadet en Bretagne, ce qui est une très très belle performance. Là, en première année de junior, il a fait 25e de la première manche du Chalon National, ce qui est quand même... qui réunit les meilleurs coureurs. Les meilleurs coureurs donc, de l'année junior. Pour une première année junior, c'est pas mal. C'est déjà très bien. Et hier, il avait fait, je crois, 17e de la deuxième manche. À Besançon. À Besançon, donc, ce qui est vraiment très très remarquable pour un junior première année, sachant que les autres ont quand même une année de plus et d'un gabarit vraiment beaucoup plus gros. Conchon, c'est un petit peu un ovni. Lui, en revanche, il est arrivé la dernière fois, c'était à Aiglemont, c'est ça, je crois? Championnat de Champagne à Aiglemont. Championnat de Champagne à Aiglemont. Il remporte le titre alors que personne, ou presque, même son équipe, ne connaissait pas, vraiment pas, quoi. C'est vrai que moi je l'ai vu courir quelques fois dans Lyon en début de saison, mais je l'entendais de nom parce que il est de la Nièvre, donc voilà, quoi, on fait pas non plus trop attention. Il est venu au club parce que il y avait des accords avec son comité régional. On l'a vu à une course, il fait 2e juste devant Aurélien Philibert. Au championnat de Champagne, il a gagné de la tête et des épaules parce que il a mis
plus d'1 minute au deuxième. On s'attendait pas à ça. Et puis, personne ne le connaissait. Bah dans son département, il est quand même, dans son département, connu. Mais au niveau régional, ça dépassait pas les frontières de la Nièvre. Hein. Après, joli département en soi, mais voilà quoi, ça allait pas. Tout à fait, mais non, il a quand même fait 6e, je crois, des championnats de France cadet à Liévin il y a 2 ans. D'accord. Donc c'est une 6e place, une place d'honneur. On n'entend pas forcément trop parler parce que c'est pas le podium. Ouais. Mais il était déjà placé parmi les premiers, donc voilà quoi. Après d'un département à l'autre. Les valeurs se font différentes. Valeurs à suivre en tout cas. Bah oui, surtout en cyclocross, sachant qu'il participera au championnat de France à Kölneuc en Bretagne. D'accord. C'est plus vraiment une révélation. On en a parlé lors de la dernière chronique. C'est Aurélien Duval, le retour d'Aurélien Duval. Un retour gagnant, mais on pouvait s'y attendre quoi. Après ce retour de suspension pour dopage de 2 ans, il fait son retour et puis évidemment il gagne tout de suite pratiquement toutes les courses auxquelles il participe. Quand on connaît, j'avais déjà dit ça la dernière fois lors de l'émission, quand on connaît le caractère du garçon, malgré le fait qu'il ait eu des petits soucis, c'est un garçon avec un fort caractère. Il est là pour gagner des courses, il n'est pas là pour faire deuxième, il fait tout pour gagner, faire des séances d'entraînement de fou, et puis il arrive, il gagne. Moi personnellement je le connais bien, donc ça m'étonne pas plus que ça. Après d'être vraiment à ce niveau-là, c'est vrai que c'est quand même surprenant. Mais le caractère de ce garçon, ça lui joue quand même des tours, parce qu'il va jusqu'à traiter son propre coéquipier Romain Lejeune de coureur bas de gamme. C'est pas forcément son coéquipier, c'est tous les coureurs de la région Champagne. Oui. Donc forcément en premier lieu son coéquipier, puisque c'est lui qui était son dauphin au championnat de Champagne. Donc après c'est pas flatteur quand même. Hein. Je sais pas. Au niveau ambiance de l'équipe, c'est pas terrible. Hein. C'est même pas forcément dans l'équipe, c'est lui par rapport à tous les autres cyclistes de la région. Quoi. Je veux dire, dans l'équipe, c'est un coureur qui fait partie de l'effectif, effectivement. Après, c'est lui qui se met en porte-à-faux avec tous les coureurs de la région. Après, forcément avec les coureurs de son équipe, puisqu'on fait partie de la même région. Mais après, voilà, quoi. Je veux dire, c'est un caractère assez spécial. Alors pour terminer, on a Lejeune et donc Villa qui sont derrière lui. Qu'est-ce qu'ils ont à espérer, Lejeune et Villa, de cette saison de cyclocross Romain Lejeune, il peut faire un très bon championnat de France. Il sera parmi les premiers sur la ligne de départ, donc ce qui est super important. Thibaut Villa a fait aussi une saison régulière, toujours dans les 30 premiers du championnat national. Et il ne faut surtout pas oublier Aurélien Gizy qui est de l'UVCA, qui a eu un début de saison assez compliqué parce qu'il avait moins de temps de s'entraîner, donc forcément les performances étaient moindres. Là, il a eu un peu plus de temps et hier à Besançon, il fait quand même 20e de la manche, ce qui est vraiment très, très honorable pour lui et qui est plus à sa valeur que lors des dernières prestations, quoi. Merci Geoffrey d'avoir été si concis parce que c'est déjà terminé. On doit déjà rendre l'antenne. Si oui. Non, oui, tout à fait, mais hors antenne. Ce journal est donc, je vous l'ai dit, déjà terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un journal très spécial. À bientôt.